Donc le chaos serait en réalité le mode créatif de Minecraft et Arthur le joueur qui y joue. Je sais que c'est débile, mais ça pourrait être vrai. Nous allons parler. Salut les bros, ici Big Moi, vous allez bien, capé, ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du chapitre 24 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Un changement d'âge, un chapitre juste cool avec toutes les informations que nous avons, car nous avons l'explication sur les chevaliers apocalyptiques et aussi un peu de détails sur Arthur, non plutôt sur le pouvoir du chaos. Nous devons parler, car peut-être que tout ce que nous avons entendu sur le chaos concernant la création n'était en fait que du pipeau. J'essaierai de vous expliquer pourquoi au cours de la vidéo, car c'est dingue. Et il y a aussi le cas Govan qui mériterait bien une théorie. Pour soutenir le travail que je fais, laissez un gros pouce bleu et commentez pour m'aider avec l'algo YouTube. Si vous êtes abonné sans pour autant avoir activé la cloche de notification, s'il vous plaît activez-la. Sinon vous manquerez à l'avenir un bon nombre de contenus de cette chaîne à cause de l'algo, et car ça ne vous prendra même pas 3 secondes et en plus c'est gratuit. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas fait, car vous êtes beaucoup à consommer le contenu de cette chaîne sans pour autant vous abonner. Rejoignez le groupe Discord, mon Insta et aussi mon Twitter pour plus me soutenir et pour votre plaisir. À vous les curieux, rejoignez ma seconde chaîne là où je publie la version française des chapitres traduits par mes soins. Et avant, je vous informe que je prépare une vidéo récapitulative concernant les calamités, car oui, ce sera mis à jour avec ces nouvelles infos, avec bien sûr un classement du plus faible au plus fort pour un peu vous remercier d'avoir dépassé le cap des 800 abonnés. Merci. Donc, le chapitre commence avec la team Percy nommée Chevalier Sacré et nous avons l'état de tous après avoir été nommé, avec une Anne qui ne semble pas très enthousiaste concernant cette nomination. Et alors la dinguerie, elle dira juste comme ça, on veut traumatiser qu'elle refuse d'être Chevalier Sacré. Selon moi, c'est à cause de l'ingratitude des habitants de Lyonnaise, mais elle expliquera que c'était à cause de son infériorité par rapport aux autres, avec sa magie de merde qui cache peut-être des secrets, même si elle a battu un talisman obscur. Mais bon, elle se croit être inférieure à tous les autres membres du groupe. Mais Elisabeth lui remontera le moral en l'expliquant qu'être un chevalier sacré n'était pas qu'être fort, mais aussi avoir l'oreille concernant le peuple, en aidant du mieux possible le peuple, et c'est ce qu'elle a fait au cours de la bataille. Et Elisabeth dira même que c'est même plus honorifique qu'abattre un ennemi sur le front, et elle retrouvera du poids de la bête. Et le pelletan Perceval sera enfin formé avec tout le groupe heureux, et je me demande si Lancelot et Govan auront un patelin, car deux des calamités ont des patelins, mais perso je ne crois pas trop qu'ils en auront, car je vois bien Lancelot rejoindre Percy et Govan rejoindre Tristan. Mais bon, attendons de voir la suite. Alors, Médard les emmènera à la salle de guerre, là où tout le monde les attendait, avec même Chiot qui les qualifiera dès leur arrivée le chevalier sacré, les plus faibles. Oui, même si Perceval ou Donnie encore peut-être naïsienne, lui prend en rencontrant lorsqu'il veut, à part Anne, car elle non. Si elle possède toujours ce pouvoir à ce stade basique, alors même si elle avait battu un talisman obscur, elle restera la plus faible des deux groupes, même s'il y a aussi Jade qui reste avec elle. Je l'ai dit, car son pouvoir n'a pas vraiment été révélé. Nous avons une visage très amicale envers Anne. Vous vous souvenez bien sûr de la discussion entre les deux personnages. Et alors, fait étrange, nous avons une Govan aussi petite que Perceval au pied d'Iseult, et elle ne va même pas se faire remarquer, même si elle était la première arrivée, et elle sera toujours introduite par ses paroles comme étant un homme. Et Chiot lui traitera même de petite fille. Et alors là non, j'ai juste kiffé cela. Elle brûlera Chiot. Non, elle brûlera plutôt les cheveux de Chiot, ce qui nous annonce peut-être une légère amitié entre lui et Donnie, car ils ont tous deux été brûlés respectivement par l'un des calamités. Je me demande si c'est du feu de son pouvoir Sanchin ou bien juste un sort, car elle est plus ou moins une sorcière. Et nous allons parler d'elle et de son pouvoir à la fin de cette review. Alors, comme promis, nous avons Mélas qui expliquera que représentent vraiment les calamités, avec bien sûr leur appellation qui conclut le débat avec Lancelot, car c'est le chevalier de la guerre, et Govan le chevalier de la famine. Et comme vous savez bien, Tristan le chevalier de la peste, pestilence, si vous cherchez je m'en fiche, et Perceval le chevalier de la mort. Alors, il les expliquera qu'ils ne détruiront pas le monde actuel, mais le monde de Camelot que crée Arthur. Et leurs calamités influeront sur ce monde qu'Arthur a créé à partir du chaos.
grosso modo, ils détruiront le monde qu'Arthur a créé. Nous allons parler de ce pouvoir mystérieux appelé Chaos après avoir parlé de Govan. Alors Tétis apparaîtra et les téléportera à Camelot, un Camelot laissé en ruine avec des blocs de cubes manquants, et nous avons chacun d'entre eux étonné du spectacle. Et voilà pourquoi Mélélas a dit à Perceval que tout allait bientôt disparaître. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. En fait, Arthur enlève des blocs de Britannia pour les remodeler dans son monde. Car oui, le chaos ne peut peut-être pas a priori créer des objets inanimés, car il peut créer des gens avec ce pouvoir, mais il ne peut pas créer des objets inanimés à partir de rien. Et voilà pourquoi nous allons en parler. Alors, le chapitre prendra fin avec un Perceval étonné et un Mélélas qui lui dira que c'est pour cela qu'ils combattent Arthur. C'est juste une dinguerie. Perso, j'ai juste kiffé ce chapitre avec toutes ces infos. Le premier chapitre a pour titre Obscurité. Pourquoi ce titre? Vraiment, sérieusement, je n'ai pas de théorie. Donnez-moi votre avis en commentaire sur ce titre qui n'augure rien de bon, même si selon moi nous devons avoir plus d'infos dans le prochain chapitre. Alors, avant de parler de Govan, parlons de Lancelot qui est le chevalier de la guerre et qui est aussi l'élément déclencheur de cette guerre totale. Vous ne voyez pas la nuance? Alors, je vous explique. Si leurs calamités influeront sur le royaume éternel et paradoxalement sur son roi, alors avoir comme élément déclencheur de cette guerre, la guerre des 4 calamités, me fait dire que nous avons eu un avant-goût de comment influeront leurs calamités par rapport à Camelot 2.0, car avec Perceval qui apportera la mort, Tristan la pestilence et Govan la famine, ça reste à voir, même si je pense que nous aurons par exemple un Perceval qui tuera peut-être les humains créés par le chaos, un peu comme le clone de Lancelot, même si ce dernier devrait naturellement être tué par Lancelot lui-même. Mais bon, attendons de voir comment ils seront développés et donnez-moi votre avis sur Lancelot en commentaire. Govan, comme si elle kiffe le pudding, alors elle causera peut-être la famine de ce monde en finissant le pudding du monde entier. Mais passons. Alors, Govan serait petite comme ça car son pouvoir n'est pas conçu de la même façon que celui d'Escanor. Ou serait-ce juste une copie moins puissante de ce pouvoir? Je vais vous développer les deux cas. Alors, premièrement, son pouvoir serait différent de celui d'Escanor. Alors, là, je suppose qu'à la différence d'Escanor qui ne pouvait contrôler la position du soleil, elle le peut, même si c'est sûrement faux. Ou peut-être qu'elle stocke juste une quantité limitée de soleil qui lui donne cette forme. Et lorsque le soleil stocké en elle s'épuise, elle perd sa forme musclée et redevient minuscule, tel un enfant de 7 ans ou moins. Et ça se vérifie avec l'épuisement de ses capacités dans le combat contre Mélagalande. Mais jusque là, même si le soleil est apparu, elle ne redevient toujours pas grande. Peut-être parce qu'elle, pour devenir grande, doit remplir le stock, ou le fait juste parce qu'elle n'est pas face à un ennemi et veut économiser ses pouvoirs, car ça consomme peut-être un peu de son pouvoir sous cette forme plus résistante. Donnez-moi votre avis en commentaire. Alors, deuxièmement, ce pouvoir n'est en fait juste qu'une copie du pouvoir d'Escanor ou de Maël. Peut-être que ce pouvoir a juste été créé par Merlin pour le confier à une personne communément appelée cobaye, pour bien sûr le développer et voir jusqu'où peut aller ce pouvoir qui n'égale pas l'original. Peut-être encore détenu par Maël ou détruit après la mort de la divinité suprême. Et ce pouvoir a été conçu à peu près comme l'original, mais en ne consumant aucunement l'espérance de vie du cobaye. Mais donnez-moi votre avis sur les deux cas, et si vous avez d'autres idées, vous avez les commentaires pour me les suggérer en respectant les règles de l'art. Et ce qui me fait poser des questions, c'est qu'elle s'identifie comme étant un homme. Et Mélélas ne trouve pas bizarre que le garde de la prophétie soit dans le corps d'une femme. Mais peut-être que dans la vision de Bartra, il les aperçut eux, les chevaliers de la prophétie, de loin. Et voilà pourquoi il a pensé qu'ils étaient tous des hommes. Car elle est un peu comme un garçon manqué. Même si les garçons manqués ne préfèrent pas sexuellement, excusez-moi pour le terme, les femmes. Sur la couverture du tome 9, représentée par Govan, elle a des yeux bleus et un signe solaire comme Escanor. La silhouette de la future elle montre encore d'homme et aussi une coiffure d'homme. Dans les légendes, elle voulait devenir une femme. Peut-être que Nakaba l'a fait et va s'en inspirer pendant un certain temps jusqu'à nous dévoiler qu'elle est la résurrection d'Escanor. Mais peut-être que c'était juste une erreur commise par Nakaba en la qualifiant d'homme. Ça reste à voir, car si c'est une meuf, avec ce qu'elle fait,
avec les meufs, alors ça poserait probablement un problème, car je ne crois pas que le magazine acceptera des relations homosexuelles. Donc attendons de voir. Et pour finir avec le perso, je trouve grandement étrange qu'elle ne soit pas affectée par ce que veut faire les Lyonnaises contre Arthur avec les chevaliers apocalyptiques dont elle est membre. C'est étrange. Finissons cette vidéo en parlant d'Arthur et de son pouvoir. Alors dans ce chapitre, je sais pas si je me suis trompé, il me semble qu'Arthur doive prendre des morceaux du monde en les plaçant à Camelot dans la dimension créée par lui. Ce qui revient juste à dire que le frère joue à Minecraft avec bien sûr le chaos comme mode créatif et lui comme joueur, ce qui me semble grandement étrange vu que le pouvoir du chaos posséderait la capacité de tout créer à partir de rien, car c'est le créateur de toutes choses et donc il n'aurait normalement pas besoin de prendre des morceaux de Britannia pour créer son monde. Déjà que si je ne dis pas de conneries, le roi des démons et la divinité suprême ont créé respectivement de toutes pièces leurs deux royaumes, le royaume céleste et le royaume démoniaque. Et puisqu'Arthur a un accès complet à ce pouvoir qui a créé ces deux divinités, alors il serait facilement capable de reproduire un acte similaire. Mais bon, vu que le gars veut jouer à Minecraft, je ne vais pas trop critiquer. Et peut-être qu'il le fait car déjà de base Britannia a été créé par le chaos, ce qui veut dire que ce monde appartient aux humains et aux géants, vous connaissez, avec la terre. Et c'est d'autant plus spécial avec cette magie abondante en pleine nature. Et donc Arthur prend des fragments de Britannia car il veut reconstruire ce même monde en enlevant simplement ces morceaux vers une dimension vide créée par lui. Et s'il veut vraiment le faire, alors pourquoi ne pas juste reconstruire Camelot sur la même terre? Mais peut-être qu'il le fait pour ne pas avoir d'autres races dans son monde. Mais tout cela dépend de ses objectifs que nous découvrirons en continuant à suivre cette quête. Mais ce pouvoir est capable, avec les événements actuels, de transformer et de modeler. Et donc peut-être que pour créer son monde, il a besoin de sacrifier Britannia. Ouais, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, sur la forme, avec les dernières pages de ce chapitre, nous pouvons voir le côté joueur de Suzuki. Et déjà, les Lyonnaises ne savent potentiellement pas comment atteindre ce royaume éternel avec la perte du prisonnier. Et peut-être que le voyage de Lancelot, lorsqu'il était gosse, s'est fait par une faille, provoquée probablement par la construction du royaume éternel Camelot. Mais nos chers héros ne semblent pas avoir le moyen d'exploiter cette piste pour le moment. Voilà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car c'est un réel plaisir pour moi de vous parler de ce chapitre ouf en information. Pour le soutien, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Partagez-la et laissez-moi en commentaire votre avis sur la vidéo comme sur le chapitre. Rejoignez le groupe Discord, mon Insta et aussi mon Twitter. Et en cours de route, rejoignez ma seconde chaîne. N'oubliez pas que je vous prépare une vidéo récapitulative avec toutes les infos sur le manga, hormis les deux derniers chapitres, le 83 et le 84. J'espère que votre santé vous permettra d'être là pour la prochaine vidéo. Mais surtout, bonne continuation.